Mouais. Dans un sens, c'est pas trop tôt. Dans un autre, je trouve que vous êtes allé un peu pour pas grand-chose durant une bonne partie de cet épisode. Et c'est vraiment pour parler de la trame principale qui est pas mal, mais qui aurait pu être mieux, je trouve. Enfin, mieux amené au sein même de l'intrigue globale, dira-t-on. Mais ouais, ça va. Le problème que j'aurais, je vais en parler assez vite parce que c'est pas intéressant et c'est naze, c'est l'intrigue secondaire où ça commence un petit peu à mettre en place la discorde entre nos trois héros principaux et c'est de la merde. Hein. Il y a deux épisodes de ça, puisque l'épisode précédent c'était de la merde, ça servait absolument à que dalle. Il y a deux épisodes de ça, on mettait en place le fait que Cynthia était prêt à utiliser Adora comme distraction et faire en sorte qu'on utilise le fait que l'ennemi ait des infos sur nous, mais en fait non. En fait, ils luttent tous les trois ensemble, comme avant, avec Aeria qui les accompagne, alors que de ce qu'ils savent, elle sait à peine se battre, quoi. Mais elle nous accompagne, tranquille, YOLO, elle risque d'être mise en danger, mais ça va, hein. On peut l'avoir dans nos pattes quand on s'occupe des petits soldats. On est des héros de merde. Vraiment, des héros de merde. Et donc, la mise en place de la stratégie de Cynthia et comment ça pouvait affecter nos personnages, ce n'est pas du tout mis en place. Tout ce qu'on va mettre en place, c'est le fait qu'il y ait des problèmes de considération entre elles. Entre Cynthia et Adora, Flèche d'Or il sera un petit peu au centre et il n'aura pas trop son mot à dire, mais voilà, il y a Cynthia qui veut participer à la bagarre, mais Adora et Flèche d'Or essayent de la surprotéger un petit peu et de la mettre un petit peu en dehors des combats. Elle le vit mal parce qu'elle veut participer au combat, d'autant plus qu'à côté de ça, il y a Adora qui l'a un peu mal qu'elle suive les conseils de Ténébra. Tu sais, Ténébra, celle qui t'a aidé à réveiller ton pouvoir latent pour guérir, celle qui a permis à Cynthia d'avoir plus de pouvoir pour venir te sauver, celle-là même qui est à fond contre la Horde et qui pourrait promulguer pas mal de conseils pour aider. Tu l'as mal que quelqu'un suive les conseils de Ténébra. Va te faire mettre, Adora, hein. Va te faire mettre. mais ça va être ça, le problème. Le fait que Cynthia veut se montrer en avant dans le combat et Adora qui l'a mal que elle suit les conseils de Ténébra et c'est toi la reine maintenant, il faut qu'on te protège. Vous me surprotégez, j'aime pas ça. C'est naze. C'est des considérations complètement nazes et sans intérêt d'ados puérils qui n'ont aucune réflexion sur la vie. Et avec l'histoire que vous leur donnez, ça devrait pas être ce genre d'ados-là, quoi. C'est pas les ados de tous les jours qu'on connaît nous-mêmes qui sont pris comme ça dans ce genre de situation. Ils ont vécu, ils ont grandi dans ces situations-là. Ils devraient pas avoir des considérations débiles comme ça. C'est saoulant de voir ça, c'est saoulant de voir ces développements de relations de personnages constantes pourries entre ces trois-là, qui les rendent plats et chiants. Putain de merde, j'en ai rien à battre de ces trois-là quand vous vous centrez sur eux comme ça, et ça va être la base de la discorde entre eux. Parce que bon, on essaye de montrer que Doublia, Aeria, essaye un tout petit peu d'enflammer ça, mais c'est de la merde ce qu'elle fait, hein. Ça sert absolument à rien. Elle fait une petite remarque rapide. Ah, je trouve ça bien de ta part que tu laisses Adora te donner des ordres en dépit du fait que tu sois la reine. Ça montre que vous êtes amis, qu'elle te considère un petit peu comme quelqu'un à qui elle peut donner des ordres. Oh, ça veut dire qu'elle saute mon autorité. Oh là là, c'est comme ça que je le vois. C'est ce genre de conneries. C'est la seule chose qu'elle fait. Et à un moment donné, lorsque, en plein combat, après coup, elle commence à se réconcilier, elle et Adora, elle feint de se faire capturer par deux soldats pour mettre un peu d'huile sur le feu et ce qui met plus en avant le fait que Cynthia est du genre à se jeter de façon plus violente dans le combat. Voilà, donc elle monte ses pouvoirs pour se défaire des deux gars qui capturent pour de faux Doublia et elle se montre un peu plus véhémente. Parce qu'elle se trouve que c'est un peu bizarre que les avant-postes qu'ils attaquent à 3
Qu'est-ce qu'elles font les autres princesses? J'imagine qu'elles attaquent d'autres avant-postes, hein, on le dit pas une fois de plus, ce serait cool. Bref, ces avant-postes-là, ils sont très peu gardés et il n'y a rien de spécial. Alors qu'avant, Adora était suivi de près, il y avait des stratégies plus violentes que ça de la part de la Horde. Donc c'est normal qu'elle soit sur le qui-vive. Lorsqu'elle se montre un petit peu rageuse dans son interrogation d'un des soldats, il y a Adora qui dit mais comment oses-tu te comporter comme ça, c'est pas bien, une mauvaise influence de Ténébra, blablabla, et tu dis va te faire enculer Adora. Sincèrement, Cynthia, c'est le seul personnage maintenant qui commence à avoir une réflexion un tout petit peu adulte de ce qu'il faut faire. Mais il faut qu'on appuie sur le fait que ça lui fait pas plaisir qu'on veuille la protéger, hein, et que nos personnages soient cons à ce point-là, au passage de faire ça. Et il faut qu'Akadora soit aussi rabat-joie à ce point-là pour forcer un conflit de merde qui va éclater d'une façon pas du tout satisfaisante par la suite. C'est complètement naze. Parce que je sais pertinemment où ça va finir, ça va être sans intérêt, ça va me casser les burnes. Déjà que ça me casse bien les burnes tout de suite. Et Doublia, ce qu'elle fait, c'est 3 fois rien. C'est des petits trucs à la con qu'elle aurait pu ne pas faire et ça aurait pu être amené pareil, quoi. C'est dire à quel point c'est super important son rôle, quoi. C'est naze. C'est tellement naze. Vous avez ce personnage cheaté que vous sortez de nulle part et vous utilisez pour des conneries du genre ah, je balance une phrase pour te faire tiquer un petit peu et ah je fais semblant d'être pris en otage rapidement pour accentuer un petit peu la tension. C'est ça son truc, c'est ça son apport. Waouh, super, heureusement que t'es là, Doublia, t'apportes tellement. Wouh. En tout cas, voilà, c'était naze. Et je m'attends vraiment à rien d'extraordinaire par la suite concernant ça. Donc, du côté de l'intrigue principale, c'est beaucoup plus intéressant. Puisque on va se centrer sur Scorpia. Et j'aime bien vers où ça finit, vers où ça part. Je trouve que ça rame un peu au début. Bon, déjà, on commence sur Scorpia qui se lève tout optimiste. Ah, elle m'a peut-être gueulé dessus, Catra, mais je suis sûr que j'ai mal compris. Elle est à un stade un peu pathétique, ridicule, je trouve. Je veux dire, avant, elle était un peu pathétique avant, hein, c'est sûr. Mais pathétique dans le sens un peu touchante. Là, c'est limite pathétique, ridicule. Et heureusement que la fin vient mettre les points sur les i, parce que sinon j'aurais eu du mal avec cet épisode. Mais la fin arrange ça. N'empêche que j'aurais pas été contre qu'on aille beaucoup plus vite dans cette espèce de première partie où on la montre vraiment totalement niée en bloc. Tout l'aspect destructeur et réducteur de Catra à son égard. Elle passe tellement de temps à nier ça que c'en est un peu limite et il y aurait eu moyen de faire ça plus vite mais il fallait que ça tienne les 20 minutes cet épisode donc on a ces petits moments où elle s'extasie au début en croyant que tout va bien. Il y a un moment que j'ai trouvé un petit peu con où il y a un cri de Willem qui sort absolument de nulle part. Voilà, il y a des soldats qui sont en train de s'affairer, il y en a un qui tombe, cri de Wilhelm. Ah, super référence. Ouh, bien recherché ça aussi. Donc, ouais, il y a ce moment où elle essaye de voir la vie du bon côté en dépit de son statut, en dépit de ce que Catra lui a dit il y a peu de temps, et tandis que parallèlement il y aura Catra qui parlera à Hordak du fait qu'elle a laissé tous ses avant-postes sans surveillance parce que c'est pas grave, puisqu'ils préparent leur grand plan. Grand plan où il faut préparer des sortes d'armes précises, de robots trucs mûches. C'est pas clair, parce que c'est pas comme si on donnait une fonction précise à ces robots. Ou alors, c'est très mal présenté parce que ça donne pas cette impression-là, vu comment c'est géré. Mais bon, bref, il y a pas mal de mécanique à faire de la part d'Hordak. Et il dit à Catra, ce serait cool que je retrouve les notes d'Entrapta, en dépit du fait qu'elle m'a trahi, que c'est une gare, c'est que je n'ai pas réfléchi à ça parce que je suis un débile. J'ai quand même envie de voir ces notes parce que ça pourrait m'aider. Et donc Catra ordonne à Scorpia d'aller retrouver ses notes en la voyant toujours de haut, en la traitant toujours aussi mal. Elle essaye une fois de plus, Scorpia, de voir la vie du bon côté et elle va avoir une petite discussion avec Emily. J'en ai jamais parlé de ce robot parce que
J'en pense pas grand chose, mais bon, étant donné qu'il a un rôle un peu important pour une fois, il faut que j'en parle un petit peu. C'est quelque chose de présent dès la saison 1, lorsqu'Entrapta était pour la première fois au Rocher de la Peur. Elle a remodelé, elle a reconfiguré un robot et elle lui a donné plus de fonctionnalités et c'est devenu son nouveau meilleur copain en l'espace d'un épisode. Qui faisait ultra rapide parce que dès l'épisode suivant où on la voyait, c'était son meilleur copain pour la vie, quoi. Mais bon, autisme, hein, vous savez. Hein. Bref, ce robot est resté présent à peu près tout du long, à chaque fois qu'il y avait Entrapta, et même après coup, une fois qu'Entrapta a été envoyé sur l'île aux bêtes, elle est restée un petit peu du côté de Scorpia, même s'il énervait un peu Catra. Et ouais, elle va un petit peu visiter différents endroits pour parler de sa vie, et heureusement qu'Emily est là, comme ça elle donne pas l'impression de parler toute seule, que Scorpia. c'est sa fonction première, Emily. Il y a un truc un petit peu plus important, mais ouais, c'est la fonction première dans l'épisode, quoi. Et donc elle racontera certaines choses, comme quoi, bon, son royaume a été annexé par la Horde, et le truc spécial de son royaume, c'est vraiment la loyauté. Et donc, elle est loyale à la Horde, elle est loyale à Catra, et elle en est fière. Et elle se ressasse un petit peu son rôle en se disant que le Grenat Noir ne lui a jamais vraiment apporté de pouvoir, même s'il est censé être lié à elle, ce qui a toujours paru bizarre. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle l'a jamais touché ou pas? Parce qu'on essaye de faire une espèce de petit suspense là-dessus, qui va pas plus loin pour l'instant, où elle essaye de toucher le Grenat Noir, mais ne le fait pas totalement, ne va pas jusqu'au bout, en laissant peut-être la possibilité que ça pourrait lui apporter un pouvoir particulier, en plus de ses capacités de homard. De Scorpion, pardon. Voilà, c'est peut-être que ça va plus loin que ça. Peut-être qu'il y aura plus, peut-être que ça justifiera pourquoi c'est une princesse en dehors du fait qu'elle porte ce nom. Enfin bref, on va pas plus loin que ça pour l'instant, et ça fait un peu bizarre parce que ça veut dire que durant toute sa vie, elle a jamais touché ce grenat. Ça fait bizarre. Alors, en tout cas, elle finit par enquêter à certains endroits. Elle se rend compte qu'Entrapta a bien laissé des documents, mais audiovisuels à l'intérieur d'Emily. Pas de veine, histoire de forcer un peu le trait, pour avoir ces documents précis, plutôt que demander à Emily de les montrer directement, parce que ça pourrait marcher, c'est un peu ce qu'elle fait à un moment donné. Non, la seule possibilité, c'est de démonter Emily et de prendre son circuit principal. Et donc, elle se dit, ce serait grave de faire ça, mais si j'en parle à Catra, peut-être qu'elle acceptera. Mais c'est là qu'elle finit enfin par avoir une révélation après 15 minutes d'épisode, ce qui paraît un petit peu beaucoup pour moi, lorsque elle voit Catra considérer Entrapta comme de la merde juste avant de la balancer dans l'île aux bêtes, et lorsqu'elle l'a considérée elle-même comme de la merde de Scorpia. Et elle finit par se dire, une amie ne ferait pas ça. Je finis par le comprendre. Je suis un petit peu lente à la détente, mais non, ça peut pas être une amie, ça, au bout du compte. Et ce moment de réalisation, il est très bon. Je reconnais, j'aurais pas été contre qu'il vienne plus vite. Je trouve sincèrement que ça aurait été tout aussi fort de montrer ça dès les toutes premières minutes de l'épisode. C'est-à-dire ne pas se raccrocher à quelque chose d'aussi vain et pathétique que ça, et juste être maussade, être un peu perdu dans ses pensées, mais pas être en déni à ce point-là, et tomber directement sur ça, finir par se dire non, ça peut pas être une amie, et j'ai une vraie amie quelque part avec qui j'ai vraiment passé du bon moment, c'est Entrapta. Ça, ce serait quelque chose, et on aurait pu essayer de mettre en place une situation plus poussée, où cette réalisation, ce serait pas juste la fin de l'épisode. Mais voilà, il fallait tenir les 20 minutes, ça doit être le moment fort de l'épisode, donc... Et je vais pas faire comme si c'était gravissime, je dis juste que cet étalage de Scorpia qui cherche des excuses à Catra, c'était un peu trop, quoi. C'était un peu trop grossier. Ça aurait mérité d'être limite à l'épisode de 10 minutes. J'exagère un petit peu, mais un épisode plus court pour que ça soit plus fort pour moi. Mais bon, ça passe quand même très bien ce moment fort où elle finit par se rendre compte que Catra ne peut pas être
vraiment une amie, vu la façon dont elle se comporte avec elle. Et il y a ce moment où elle décide d'aller contre sa volonté, en dépit de son principe de loyauté, en lui donnant un faux circuit qu'elle a malencontreusement, semble-t-il, cassé en voulant retirer ça d'Emily. Et donc Catra lui gueule dessus une énième fois, et pour une fois, Scorpia va pas se la jouer gentille, elle finit par dire, de façon claire, cash directe, t'es pas une amie. C'est tout, de façon assez froide avant de la laisser, et on sent que ça affecte un peu Catra, qui finit par se dire, attends, c'est cette fille qui était toujours derrière moi, elle me lâche. C'est une façon, une fois de plus, d'enfoncer le clou dans l'idée que elle ne peut rien avoir pour elle avec ce comportement et qu'elle va vraiment s'y ancrer. Et j'apprécie beaucoup ça, et j'apprécie beaucoup le petit discours qu'elle fait juste après à Hordak, lorsqu'elle lui dit on n'a pas pu trouver les données, elle invente un mensonge rapidement pour ça. À ce coup-ci, Hordak l'a pas fait espionner par son, son petit diablotin. Ça marche plus comme ça. Bref, elle lui dit un mensonge pour ça, elle finit par lui balancer. Écoutez, Urdak, vous pouvez tout faire sans elle, vous avez bâti des tonnes de choses sans elle, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Reposer sur les autres, c'est stupide, nous sommes suffisamment forts par nous-mêmes, nous pouvons y arriver tout seuls comme ça, en essayant de le convaincre, alors qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est essayer de se convaincre elle-même. Dans un moment très fort où elle lâche tout ce qu'elle a sur le cœur à ce niveau-là, et Hordak qui finit par avoir un petit éclair de génie en voyant une espèce d'alimenteur qu'il a sur le torse, mais ailleurs, il se dit, ah tiens, ça a une idée pour faire l'équivalent de robot qu'on a besoin. Si c'est des robots destructeurs, des robots trucs mûrs, je sais pas exactement. Hein. À nouveau, j'espère que cette petite mise en place sera raccord avec le résultat qu'on aura par la suite. Enfin bref, voilà, c'est un moment très fort où Catra finit par totalement assumer vraiment le fait qu'elle est toute seule. Et à côté de ça, on a Scorpia qui finit par lâcher l'affaire. Se dire, ok, cet endroit, au bout du compte, j'ai beau essayer de trouver toutes les excuses pour y rester, m'accrocher à cette loyauté, ça ne veut plus rien dire. Ce que je veux, c'est des gens qui m'apprécient pour ce que je suis, et je peux trouver ça en la personne d'Antrapta que j'ai laissé tomber, il faut que j'aille la sauver. C'est pas trop tôt. Le fait qu'elle finisse enfin par ouvrir ses propres ailes et y sortir de ce cadre qu'on l'a forcé à suivre, c'est quand même très satisfaisant. Ouais, ça se termine là-dessus, sur Scorpia qui veut assumer sa nouvelle amitié, sa nouvelle raison d'être. Ce qui l'a fait partir vers le camp du bien, et j'imagine que quand elle finira par sauver Antrapta, elles finiront toutes les deux par rejoindre le bon côté. Hein, ça promet, hein, ça promet d'être satisfaisant ça. Donc voilà, ça parvient énormément à rattraper les problèmes de départ dans cette intrigue principale et à rendre ça globalement pas mal. À côté l'intrigue secondaire, j'ai beaucoup trop de mal, mais c'est l'intrigue secondaire. Je vais plutôt m'en plaindre les prochaines fois qu'on mettra ça plus en avant, parce que je sens que je vais encore plus gueuler. Mais globalement, ce que ça raconte au centre cet épisode, c'est bien. C'est bien pour cimenter le caractère de Catra et pour faire décoller le personnage de Scorpia. C'est une bonne chose. Donc j'ai apprécié à ce niveau-là et ça valait le coup pour ça. En espérant que ça poursuive ça bien. À bientôt pour l'épisode 7. Bye!